Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre était hier à Kafolo pour s'imprégner des actions menées sur place pour la sécurisation de la zone. Patrick Achi a aussi visité le camp militaire de Kafolo en construction, puis il a procédé à l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui contribuera à améliorer le réseau de communication dans la région. Ici à Abidjan, les services de contrôle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle ont mis fin cette semaine aux activités illégales d'un établissement sanitaire à Marcory. C'est un avertissement à tous les établissements illégaux. C'est donc la fin de vos activités clandestines. Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp militaire du général Babassi et de Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou ont été entendus ce dimanche matin et des incidents signalés à Kaya et Waïgouya dans le nord du pays. Le gouvernement a assuré que pour le moment, aucune institution de la République n'a été inquiétée. La dépendance de la Côte d'Ivoire des pays nord frontaliers en protéines animales est avérée. Une forte dépendance qui entraîne des contraintes sécuritaires et sanitaires transfrontalières. À ces contraintes, Interbovici s'est engagé à apporter des solutions. Interbovici, c'est la confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Elle a signé pour réussir sa mission un protocole d'accord et de collaboration avec la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Interbovici a pour vision d'amener le pays à l'autosuffisance en protéines animales. Comment compte-t-elle s'y prendre? Nous allons poser la question au président de la Confédération, c'est Karim Fofana. Il a accepté notre invitation. Bonjour, M. Fofana. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Et je vous retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes, pour le magazine du dimanche. Pas de soucis. À tout à l'heure. Hier, à Tougbo et à Kafolo, le Premier ministre était donc à Tougbo et à Kafolo, mais également à Kong, où il a partagé un repas avec les soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme. Patrick Achi a ensuite visité les casernes en cours de réalisation. Il était accompagné du ministre d'État, ministre de la Défense et de notre reporter Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Il nous proposera son reportage ce soir avec Marie-Laure Ngoran. Ce sera donc dans le 20h. Je vous l'ai dit, avant l'étape de Kong, Patrick Achi était à Kafolo. Kafolo, localité martyre, 2 fois la cible des djihadistes en 2020 et 2021. Patrick Achi a tenu à s'y rendre pour non seulement visiter le chantier du camp militaire qui est en cours de réalisation, mais pour globalement s'enquérir de tout ce qui est fait sur place pour la sécurisation de la région. Depuis Kafolo, le compte-rendu d'Herman Guivet. En provenance de Ferkessi-Dougou, le carrefour Nation, direction Kafolo. Plusieurs kilomètres de pistes villageoises à parcourir. De part et d'autre du chemin, un dispositif sécuritaire est bien en place. Dans notre champ de mire, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Kafolo, l'établissement fait office de cantonnement militaire aux forces de défense et de sécurité déployées pour la sécurisation des biens et des personnes. Le bâtiment aux allures martiales, avec ses majestueux miradors et sentinelles postés, surplante les murs de la petite localité. Nous sommes devant cette enseigne, une enseigne qui renseigne du passé glorieux qu'a connu cette localité il y a de cela plusieurs années, du fait de la présence du Kafolo Hotel Lounge, cet hôtel qui attira un maximum de touristes qui venaient donc à participer à des safaris. En arrière-plan, vous pouvez l'apercevoir, l'entrée du cantonnement militaire que va visiter le Premier ministre Patrick Achi, le chef du gouvernement qui vient donc dans cette localité pour y rencontrer les militaires de ce cantonnement. Ce sera l'occasion pour lui justement de s'imprégner des travaux qui ont été engagés dans le cadre justement de la réhabilitation de ce cantonnement militaire. Ce sera l'occasion pour Patrick Achi de prendre contact avec les hommes en armes déployés dans cette localité. Dans cette zone du pays, à cette période de l'année, c'est l'Harmattan qui dicte sa loi. Escorté par une cohorte de véhicules militaires, nous prenons la direction de l'aérodrome de Kafolo. Patrick Achi, le chef du gouvernement, vient juste de marquer son arrivée dans la ville. Les honneurs militaires sont exécutés par 3 sections. Un peloton de gendarmerie, 2 sections du groupement tactique interarmes, 4 de Kong, aux ordres du chef de bataillon Mlankwasi Sinclair, commandant du groupement tactique interarmes, 4
de Kong. L'étape Kafolo consistera à rendre visite à nos forces de défense et de sécurité ici présentes, en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, pour essayer de leur transmettre les encouragements de son Excellence Monsieur le Président de la République et s'enquérir auprès d'eux qu'ils sont dans les conditions qui sont celles que le chef de l'État souhaite et pour lesquelles des moyens ont été mis à disposition. On en profitera pour également visiter des travaux qui sont en cours pour améliorer les conditions de travail qu'elles ont et voir avec eux quels sont les autres éléments sur lesquels ils souhaitent que nous insistions tout particulièrement. Une fois à l'intérieur du cantonnement militaire, un officier supérieur présente au chef du gouvernement Patrick Hachi à la délégation qui l'accompagne le champ des opérations que couvre le cantonnement militaire de Kafolo et les actions menées dans les zones d'action opérationnelle. Une présentation appuyée par le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia. Le chef du gouvernement a des mots d'encouragement pour ces hommes qui veillent à la sécurisation de cette zone dite sensible aux incursions sporadiques. Prochaine étape de cette visite du chef du gouvernement, l'inauguration d'une antenne de téléphonie mobile qui devrait permettre d'améliorer les communications dans la région du Tchologo et bien au-delà. Dernière articulation de cette visite du Premier ministre Patrick Hachi à Kafolo, la visite du nouveau cantonnement militaire de Kafolo, en construction. Des bâtiments qui sortent de terre. Vu les différents essais réalisés sur les briques en terre comprimée, nous avons eu une résistance de 7 mégapascales, ce qui permet de résister aux tirs directs des armes. Nous avons 7 bâtiments. Il y a l'infirmerie, les postes de commandement, le dortoir des officiers. On a 2 dortoirs troupes, une cuisine et le dernier bâtiment est réfectoire et salle télé. Le chef du gouvernement se réjouit de l'évolution des travaux. Ce nouveau site devrait permettre d'accueillir dans de bien meilleures conditions les hommes déployés à Kafolo pour la sécurisation de la zone. Au terme de cette visite, Patrick Hachi, le chef du gouvernement, a mis le cap sur Kong, ultime étape de cette visite marathon dans la région du Tchologo. Et dans cette zone aux prises avec le terrorisme depuis près de 2 ans, le chef du gouvernement a annoncé le 2e plan social du gouvernement à hauteur de 3 200 milliards de francs CFA sur 3 ans. PSGOV2, donc, dont une partie ira au développement de la région et à l'insertion des jeunes. Cela pour contrer les velléités d'expansion des djihadistes. Abou Sanogo, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. C'est à Tougbo, chef-lieu de commune et de sous-préfecture, appartenant au département de Bouna, dans la région de Bounkani, que le Premier ministre Patrick Hachi, accueilli dans la liesse, a procédé au lancement officiel de la 2e phase du PSGOV 2022-2024, notamment l'exécution des actions d'insertion des jeunes des zones sous menace terroriste. Il s'agit d'un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières nord et qui fait partie intégrante de l'axe 1 du programme social du gouvernement à la lutte contre la fragilité des zones frontalières nord. Il vient donc amplifier les interventions de l'État en matière d'insertion des jeunes. Ce programme, dont le coût global est de 8 602 216 030 francs CFA, dont 1 815 466 030 francs CFA apportés par la France à travers le CDD, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes répartis comme suit. Nous avons 1800 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons 3350 jeunes qui vont bénéficier de la formation de reconversion ou d'apprentissage ou de permis de conduire. 6362 jeunes bénéficieront d'un financement pour les activités génératrices de revenus et des micro et petites entreprises. Nous avons ciblé pour ces régions 8000 bénéficiaires des subventions dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Enfin, nous avons 300 jeunes volontaires communautaires. Plusieurs jeunes des zones sous menace terroriste ont bénéficié d'un fonds spécial pour développer leurs projets. Je viens de bénéficier d'un bon de permis de conduire. Vraiment, je suis très heureuse. Il faut que nous restions aussi concentrés et soutenons aussi Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Le Premier ministre Patrick Hachi a rappelé l'importance de ce programme et a exprimé sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara pour ses efforts en faveur de l'insertion des jeunes.
Le PS Gouv 2, qui va naître, va ainsi incarner la vision et la volonté du président de la République d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire et s'articuler autour de 5 axes stratégiques. La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique, et enfin la couverture sociale des populations fragiles. Cet engagement du président de la République au plan national prend tout son sens ici, à Toubo, dans cette aire frontalière de l'extrême nord de notre nation, qui sont confrontés depuis quelque temps à l'un des plus grands défis sécuritaires de notre pays et notre sous-continent, auxquels ces derniers n'ont jamais été confrontés. Et nous refusons fermement qu'ils puissent devenir ou se répandre ici, sur notre sol, parmi nos concitoyens, avec son cortège de maux, de vies transformées et parfois, hélas, enlevées par des actes innommables. En effet, nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté, qui pousse certains jeunes, gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles, à des actes de déstabilisation dont ils ne perçoivent pas la portée et le projet. C'est fort de cette conviction humaine et sociale incontestable que le PS Gouv 2 mettra au cœur de son réacteur un appui puissant à la jeunesse dans toutes les régions du Boukani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Foulon. Patrick Achi a salué l'effort militaire dans la lutte contre le terrorisme. Permettez-moi de saluer l'effort militaire si intense, exigeant, courageux de nos forces armées, à la hauteur des attentes de nos populations et de l'exigence de la situation. Cet effort extraordinaire, il continuera demain à être renforcé avec l'énergie et la détermination les plus absolues. 2 véhicules flambant neufs ont été mis à la disposition de la jeunesse de Toubo à l'effet de l'aider à développer ses projets dans le cadre du PS Gouv qui concerne la formation complémentaire qualifiante, l'apprentissage, les micro et petites entreprises, le programme de volontariat communautaire et l'appui spécifique du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Reportage signé Abou Sanogo et Ulrich Adongon. Voilà donc pour les activités du Premier ministre dans le nord et nord-est de Côte d'Ivoire. Je vous emmène maintenant à Accra, au Ghana, où s'est réuni cette semaine le comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. L'objet de la rencontre était entre autres la composition du secrétariat exécutif. Les ministres ivoiriens et ghanéens ont pris part à la rencontre. Depuis Accra, le reportage d'Adama Koné. Nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, le marché est manipulé. Nous avons un problème. Comment faire en sorte que nos pays, connaissant le mécanisme de fonctionnement du marché, comment nous devons contourner leur système? Je pense que c'est à cela que nous devons travailler. Et le travail a commencé par la mise en place d'un comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Le comité a tenu sa 2e réunion dans la capitale ghanéenne Accra ce vendredi 21 janvier 2022. Face au défi d'une meilleure rémunération du producteur, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani ne doute pas de la compétence des experts. Nous devrons pouvoir compter sur la capacité de notre secrétariat exécutif et de nos comités techniques et spéciaux à nous proposer des schémas directeurs qui doivent permettre à l'initiative de proposer des solutions qui nous permettront de donner un meilleur prix aux planteurs et ainsi répondre à nos ambitions. La réunion d'Accra a également permis de débattre de la durabilité de la filière cacao, de la transformation, de la consommation locale et de la lutte contre le travail des enfants. De quoi favoriser une meilleure vie
sous les cacaoyers. La Côte d'Ivoire et le Ghana, unis par les liens du cacao, unis par la proximité, unis surtout par la fraternité. Le deuil qui a frappé le Ghana jeudi dernier après l'explosion d'un camion bourré d'explosifs était aussi celui des Ivoiriens. Affligé par cette douleur immense, le président Alassane Ouattara n'a pas manqué d'exprimer toute sa compassion à son homologue Nana Akufo-Addo. Bilan de l'accident, 17 morts et de nombreux blessés. Dès le lendemain de l'explosion du camion transportant des explosifs endeuillant le peuple ghanéen, le président Alassane Ouattara manifeste sa compassion et sa solidarité. Mieux, il dépêche auprès du président ghanéen le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. D'abord, nous étions venus présenter les condoléances de son Excellence, le président de la République, à son frère suite à cet accident. Donc à cette occasion, le président nous a chargé de porter le message de compassion à son frère. Et suite à cela, nous avons également salué au nom du président de la République le leadership du président Akufo-Addo pour son engagement aux côtés donc, de ses pairs dans le cadre de la CEDEAO pour régler les conflits qui minent notre sous-région. Ensuite, nous lui avons fait part de la réunion que nous venons de tenir dans le cadre de la deuxième session de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, où il a été question de présenter la vision stratégique du développement de notre initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Très sensible à la démarche de la Côte d'Ivoire, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a prié le ministre d'État ivoirien de traduire toute sa gratitude au président Alassane Ouattara. C'est le jeudi 20 janvier que le drame s'est produit dans une ville de l'ouest du Ghana, occasionnant au moins 17 morts et 59 blessés. 17 morts donc dans cette localité d'Apiaté au Ghana. Et des morts, le coronavirus en fait énormément et au Ghana, et en Côte d'Ivoire, et en Afrique, et partout dans le monde. Cela depuis près de 2 ans. « 183 nouveaux cas de Covid confirmés hier samedi ici en Côte d'Ivoire. 3 nouveaux décès confirmés aussi hier samedi. Le coronavirus a touché au total 80 114 personnes en Côte d'Ivoire et en a tué 778. Les cas encore actifs sont au nombre de 2748. Le monstre rôde toujours, le monstre avance toujours. En attendant de pouvoir l'arrêter définitivement, appliquons les gestes barrières. Vous les connaissez déjà, mais je vous les rappelle quand même. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, le port du cache-nez et à cela, il faut ajouter le vaccin anti-Covid. Ce n'était un centre médico-social que de nom. Rien dans l'établissement n'était légal, rien n'y était autorisé. Ce centre, situé dans la commune de Marcory, au sud d'Abidjan, fonctionnait donc dans la clandestinité jusqu'à cette semaine. Les services de contrôle du ministère de la Santé sont passés par là et ont mis fin à ces activités illégales. La clinique est définitivement fermée. Jean-Marc Djadji. Marcory-Remblai, boulevard du Cameroun, cité Jean-Baptiste Moquet. C'est dans ce quartier que les éléments de la police sanitaire font irruption en fin de matinée dans le centre médico-social PEMA. Après plusieurs mois d'enquête zonale, la consigne est claire pour ces inspecteurs. Ce centre médico-social doit cesser immédiatement ses activités. La raison, fraude et infraction à la législation sanitaire. On est tombé sur cette structure qui était l'une des structures qui avait une autorisation. Donc on est bien content, sauf qu'on n'avait pas encore vu physiquement l'autorisation. Donc on a demandé à ce qu'on le produise. Quand on l'a produit, on s'est rendu compte que oui, c'est une autorisation, mais cette autorisation semblait être une autorisation falsifiée. On a donc procédé à toutes les vérifications et on a constaté qu'effectivement, il s'agissait d'un document falsifié, avec falsification de la signature du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé, à travers sa brigade mobile de la police sanitaire,
est déterminé à réprimer et sanctionner tous les contrevenants à la loi. Le ministère de la Santé a déposé une plainte sous instruction du ministère contre des personnes, les promoteurs de cette clinique qui ont produit le document. Mais les enquêtes pourront déterminer le nombre et la nature des personnes qui sont impliquées. Encourager le secteur sanitaire privé est l'une des actions du gouvernement. Les promoteurs sont interpellés. Les établissements sanitaires privés aident énormément le système public et soutiennent le ministère de la Santé. Je les remercie d'ailleurs pour ça. Mais ces activités-là, pour le ministère de la Santé, ne peuvent se faire que dans le respect des règles. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des établissements sanitaires privés fonctionnent sans autorisation. Soit 3 cliniques sur 10 exercent de façon légale, selon le ministère de la Santé. Cette clinique est donc définitivement fermée. Nous, c'est la page santé de ce journal qu'on referme. On en vient à un tout autre sujet, l'impôt foncier. Une opération de renforcement du cadastrage dans le district d'Abidjan vient d'être lancée. 10 communes sont concernées. Cette opération vise à terme à optimiser le rendement de l'impôt foncier. On en sait plus avec Cheikh Koné Aboubakar. Sur 322 462 000 km² de superficie que compte la Côte d'Ivoire, seulement 25%, soit 80 000 km², sont cadastrés. En matière de cadastrage, le pays est encore loin du compte. C'est pourquoi le projet de renforcement du cadastrage du district d'Abidjan, limité à 10 communes, vient à point nommé. L'ambition, c'est d'arriver au cadastrage de l'ensemble du territoire national, pas seulement à des fins fiscales, mais à des fins de sécurisation des biens des populations. Si vous avez un bien que vous n'avez pas de titre foncier, vous ne pouvez pas avoir de titre foncier parce que le terrain n'est pas cadastré. Vous n'êtes pas en sécurité juridique. Le bien n'est pas en sécurité juridique. Prévu sur une durée de 12 mois, cette opération va coûter un peu plus de 725 millions de francs CFA. Un financement rendu possible grâce à la Banque africaine de développement à travers le PAGEF, projet d'appui à la gestion économique et financière. Un soutien financier à la dimension de l'importance du projet. C'est félicité le représentant du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Cette opération revêt donc une importance capitale car elle vise à terme à améliorer le cadre de vie et la gouvernance foncière dans le district d'Abidjan. De façon spécifique, le projet vise à constituer donc une infrastructure cadastrale de qualité permettant d'éviter les erreurs techniques qui conduisent très souvent, comme on vous l'a dit, à des conflits fonciers. Le cadastrage confère plusieurs avantages, entre autres la cartographie en ligne, la situation fiscale et foncière du contribuable et bien d'autres. Il s'agit de mener une étude adossée à la collecte de données géospatiales devant faciliter l'actualisation des maps cadastrales et permettre l'assainissement du fichier de l'assiette l'impôt foncier. Elle aboutira également à l'évaluation satisfaisante des biens immobiliers et, in fine, à l'accroissement du rendement de ce prélèvement fiscal. Dans les jours à venir, des campagnes d'information et de sensibilisation éclatées auprès des populations seront organisées dans les communes concernées. Intéressons-nous maintenant à l'Académie intelligente économique. Il s'agit d'une institution internationale qui inscrit son projet dans une dimension collective d'intérêt général. Les activités de l'Académie ont démarré officiellement hier samedi avec pour objectif d'amener les pays africains à adopter l'économie intelligente. Ils vont nous expliquer tout ça. Marie-Ange Kouakou, Cheikh Koné, allez-y. L'intelligence économique pour les acteurs économiques est une recherche d'informations fiables qui consiste à protéger des informations, à prendre les bonnes décisions et à mettre en place les meilleurs moyens d'action face à la concurrence. En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, cette méthode n'est pas assez utilisée. L'Académie de l'intelligence économique de l'Afrique entend amorcer le décollage des entreprises ivoiriennes. Cette structure a exposé sur ces méthodes au cours du lancement de ses activités. Nous savons déjà que nous mettons le pied dans un endroit, notamment en Afrique, où le partage d'informations, la recherche d'informations n'est pas aussi facile. L'AE Afrique va se mettre au travail. Nous avons différents programmes, nous avons un chronogramme. Nous savons que nous sommes dans un pays et un continent qui n'a pas l'habitude de la pratique de l'intelligence économique. Donc nous allons mettre au travail pour essayer de pallier aux différentes incohérences et apporter des solutions possibles. État et entreprises, quels sont les enjeux de l'intelligence économique?
Tel est le thème abordé au cours d'une série d'échanges entre plusieurs acteurs économiques. Pour ces acteurs, des actions doivent être menées pour développer des systèmes de gestion stratégique de l'information économique. Aujourd'hui, le marché il est global. Donc on assiste à la mondialisation aujourd'hui. Et cette mondialisation fait qu'il y a une disparité aujourd'hui des offres même d'emploi. Et il faut, dans cet environnement concurrentiel-là, se différencier. On assiste également aujourd'hui en termes d'évolution de l'information. Il faut que l'État puisse mettre en place des outils, des mécanismes ou des instituts qui vont nous permettre de pouvoir avoir des informations fiables. L'intelligence économique est une méthode qui peut être pratiquée dans tous les secteurs d'activité, tels que l'agriculture, le commerce, l'artisanat et bien d'autres. On met à présent le cap sur la région de la Nawa. Sur place, les ressortissants du Denguélé viennent de désigner un nouveau chef. Adama Doumbia, c'est son nom. Il a été installé récemment. Il est désormais garant donc de la stabilité, de la paix, de la cohésion, du vivre ensemble et de l'amour de l'autre entre tous les membres de la communauté. Correspondance, Sam Conan. Adama Doumbia, alias Kifi Doumbia, est le nouveau chef de la communauté Odieneka, résidant dans la région de la Nawa, après avoir passé 89 ans à Soubré, sa ville natale. Cette investiture va renforcer la cohésion entre nous, les enfants du Denguélé, résidents à Soubré. C'est pour consolider et renforcer la cohésion que nous sommes aujourd'hui à cette cérémonie. Adama Doumbia a été investi chef de la communauté Odieneka par le ministre-gouverneur Philippe Légré et le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donwayi, président du conseil régional de la Nawa. Une cérémonie d'investiture placée sous le signe de la cohésion entre les fils et filles du Denguélé d'une part et d'autre part entre les différentes communautés vivant dans la région de la Nawa. La présente cérémonie qui est marquée du sceau du renforcement de la cohésion sociale s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui prône une Côte d'Ivoire solidaire et fraternelle. Vos mérites personnels vous ont placé à la tête de la communauté malinké. Je vous encourage à prendre en main totalement la destinée de vos parents malinké résidant ici à Soubré. En effet, Kifi Doumbia, je vous invite à vous mettre dans une vision républicaine. Recherchez la justice et prenez l'amour entre vos administrés. Le nouveau chef de la communauté Odieneka a reçu un véhicule de type 4x4 des mains du ministre Alain Richard Donwayi. Et justement, on va y rester encore un moment. On va rester à Soubré. Sur place, un phénomène prend énormément d'ampleur. Ce sont les taxis-motos qui ont presque envahi la ville, mais avec des conducteurs qui exercent au mépris des règles élémentaires, les règles les plus élémentaires de la sécurité routière. Les syndicats de taxis-motos ont décidé de se pencher sur le cas Soubré. Témoignage, Godefroy Okambawa. Les accidents des taxis-motos sont de plus en plus récurrents dans la ville de Soubré. En 2021, ce sont 135 cas d'accidents qui sont enregistrés par la police. Les acteurs de ce secteur de transport à 2 roues regroupés au sein du syndicat des conducteurs affichent leur volonté de réduire les accidents sur nos routes. Le syndicat s'est engagé à assainir son environnement à travers des actions de sensibilisation. On est venu pour sensibiliser tous les conducteurs à avoir les permis, assurance, avant de rouler les motos. À Soubré, comme dans certaines localités de l'intérieur du pays, la profession du conducteur de taxi-moto a contribué significativement à créer de l'emploi en faveur des jeunes. Cette rencontre est une occasion pour ces acteurs de bénéficier de formations et d'inviter les conducteurs des 3 roues à se mettre en règle. Représentant le maire de Soubré, Moussa Sangaré s'est réjoui de l'initiative des conducteurs de taxi-moto. Plusieurs actions seront menées toujours dans cette dynamique afin de réduire les risques d'accidents sur nos routes. À présent, allons en guerre contre la pauvreté. L'entrepreneuriat, c'est la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire. Ces mots ne sont pas de moi. C'est ce que Dr Eleteaka développe dans son ouvrage qu'il vient tout juste de dédicacer. Quelles sont les recettes qu'il y propose? Quels sont ses conseils? Issa Chonayeo était à la cérémonie de dédicace. Il lui a tendu son micro RTI.
Comment entreprendre et lutter efficacement contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire? L'auteur AKLT propose sa recette à travers son ouvrage intitulé « L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage ». J'ai proposé qu'il y ait en Côte d'Ivoire une révolution entrepreneuriale pour lutter de façon durable et efficace contre la pauvreté et le chômage. J'ai dit la dernière guerre parce que, voyez-vous, on a déjà eu 2 guerres et plusieurs crises socio-économiques qui ont amené à la destruction de nombreuses entreprises privées. Et la seule et grande arme dont dispose l'État, les pouvoirs publics, c'est l'entrepreneuriat. Pour le gouvernement et les gouvernants généralement, pour pouvoir booster l'esprit d'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Deuxièmement, pour les jeunes, les étudiants, comment se transformer en entrepreneur. Et troisièmement, pour le citoyen lambda, pour en faire des champions entrepreneurs. Patron de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indique que l'apport du secteur privé dans la lutte contre le chômage est indéniable. Il faut absolument se tourner vers l'auto-emploi, c'est-à-dire vers la création d'entreprises. Vous comprenez bien que l'exercice auquel nous avons été soumis, c'est le lieu pour nous de suivre ce genre d'exercice, je dirais, à plusieurs reprises. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, pour pouvoir faire en sorte que les apprenants qui sortent de notre système sachent qu'il n'y a pas que le secteur moderne qui procure de l'emploi, qu'il faut aussi se tourner vers l'auto-emploi par la création d'entreprises. La dédicace de cet ouvrage a été marquée par un panel d'experts. Des experts qui ont exhorté les Ivoiriens à entreprendre que de chercher à être coûte que coûte fonctionnaires. C'est la dernière guerre contre la pauvreté et le chômage. Des tirs réels à l'arme automatique et à l'arme lourde. On en a entendu ce matin à Ouagadougou, dans les camps du général Babassi et camps Sangoulé et Lamizana. Des incidents sont également signalés à Kaya et Waïgouya dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension. Depuis quelques jours, l'accès aux réseaux sociaux est restreint, ce qui contribue à tendre l'atmosphère et à nourrir la colère au sein de la population. Le gouvernement dément une prise de pouvoir par l'armée tout en reconnaissant l'effectivité des tirs dans certaines casernes. Ce dimanche pourtant, le Burkina Faso joue son 8e de finale de la CAN 2021. Après 2 jours de repos, la CAN 2021 reprend ce dimanche à Limbé avec le premier 8e de finale entre le Burkina Faso et le Gabon à 16h. Une rencontre a priori sans favori qui sera suivie à 19h par le combat des aigles. L'une des plus belles affiches de cette CAN 2021. C'est Nigeria-Tunisie, un choc entre Super Eagles et Aigle de Carthage. RTI 1 est au cœur de la CAN. Vous pourrez suivre ces rencontres sur nos antennes et c'est toujours mieux avec nous. Chapitre 2 de ce journal, le Dimanche Magazine. Notre invité est avec nous. Il nous a rejoint, Karim Fofana, président de l'Interbovicie, la confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Merci encore, monsieur Fofana, pour avoir accepté notre invitation. On va y aller tout de suite avec cet élément vidéo et on se retrouve. L'élément porte la signature de Cheikh Koné Aboubakar. L'élevage reste encore une activité économique en développement avec une contribution de moins de 3% à la richesse nationale. Et pourtant, l'activité est génératrice d'emplois. À ce jour, elle fait vivre plus de 300 000 exploitants. Malheureusement, la filière reste en proie à de nombreuses difficultés, tant au plan de la compétitivité qu'à sa structuration. Le premier problème évoqué est le manque de subventions pour réaliser l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est l'amélioration génétique des races. Par exemple, vous avez une race européenne qu'on appelle la Holstein qui fait 40 litres de lait par jour, pendant que notre race locale ici, c'est une Dama, ne dépasse pas 5 litres de lait par jour. Mais si tu accouples un Dama avec une Holstein, l'enfant qui va sortir, nous l'appelons F1, cet enfant peut vous donner facilement les 10 litres de lait par jour. C'est ça l'amélioration génétique. Elle n'est pas subventionnée en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire un exemple tout court. Pendant qu'un Malien fait l'insémination à 15 000, 20 000, nous le faisons en Côte d'Ivoire à 45 000, 50 000.
L'autre frein au développement de la filière, selon ces acteurs, reste le phénomène du vol des bétails. Nous payons les mâles de race améliorée. Le mâle, il a un an et te coûte au minimum 1 million de francs CFA. Vous l'achetez à 1 million, vous le gardez encore 1 an pour qu'il arrive à se reproduire. Moi, que vous êtes en train de tracer sa lignée, quelqu'un vient rentrer dans votre parc, ils attachent tout le personnel et on vole tout votre bétail et le gars il se sauve dans la nature. C'est un véritable fléau aujourd'hui. Et ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que les individus opèrent en plein Abidjan, dont Anyama aujourd'hui est l'épicentre du vol de bétail en Côte d'Ivoire. Pour les acteurs locaux de la filière, rêver d'une interprofession forte requiert une implication de l'État. Si vous voulez un jour que nous allons à l'interprofession et que l'éleveur ivoirien aujourd'hui vit de son art, il faudrait un peu d'assistance de la part de l'État de Côte d'Ivoire. La production locale bovine évaluée à environ 11 000 tonnes par an ne couvre pas la consommation nationale estimée à plus de 60 000 tonnes par an. Alors, M. Fofana, comment va la filière bovine en Côte d'Ivoire ? Tout d'abord, avant de vous répondre, nous tenons à vous remercier de nous avoir invités pour venir parler de cette affaire de cornes et de sabots en Côte d'Ivoire. Comment va la filière? La filière, nous dirons que là où les aînés comme les Isiaka Savadogo ont laissé la filière, c'est comme ça qu'elle se porte. La filière en Côte d'Ivoire, il reste à tout faire. Même pas à tout refaire, mais à tout faire. À tout faire. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ce que je veux dire, c'est que les autorités doivent encore appuyer les acteurs dans leurs activités afin donc de réaliser des fermes formelles, des fermes modernes et former ceux qui sont dans l'activité bovine. Vous voyez, donc pour un milieu si grand comme la filière bovine, tout va mal, puisque les gens sont mal formés, mal informés. Et donc, alors, à quoi sert dans ce cas l'Interbovicie, votre confédération? Voilà, la confédération Interbovicie, la question est bienvenue. Nous existons depuis le 4 novembre 2019. Nous nous sommes mis en œuvre en même temps. Donc, nous avons pris le terrain en partie pour d'abord réguler la transhumance au niveau des zones frontalières, au Djenné surtout, pour avoir plus d'expérience dans ce cadre-là. Maintenant, en ce qui concerne l'élevage bovin en tant que tel, l'élevage est quasi inexistant en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, quand je dis quasi inexistant, je dirais que les Ivoiriens ne s'y intéressent pas. Mais je voudrais dire... Et c'est la faute à qui si les Ivoiriens ne s'y intéressent pas? Vous savez, l'histoire ne ment pas. La Côte d'Ivoire est un pays côtier. Les pays côtiers, nous sommes plus habitués à l'agriculture et à la cueillette. Donc, dans notre éducation déjà, l'élevage bovin n'existe pas en tant que tel. C'est ce qui explique donc tous les problèmes que vous avez. Voilà. C'est quoi votre mission, vous, à l'Interbovicie? Notre mission, c'est... Votre rôle? Notre rôle, voilà, c'est de former, n'est-ce pas? Former, moderniser et puis organiser le secteur. Et pour cela, vous avez besoin de l'appui de l'État. Il faut dire que l'élevage aussi peut contribuer fortement à la réduction du chômage. Oui, M. Diaby, je vais peser mes mots. Dans le secteur primaire de l'élevage bovin, nous pouvons facilement créer plus de 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois. Plus de 2 millions d'emplois. Allez, dites-nous, que gagne concrètement la Côte d'Ivoire si elle appuie fortement ce secteur? La Côte d'Ivoire, dans l'élevage, le pastoralisme ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagnera gros dans le pastoralisme. Si nous faisons allusion à des pays comme le Botswana, comme le Kenya, l'Afrique du Sud, vous allez comprendre que les fermes modernes, les ranchs modernes, rapportent des milliards à ces États-là. Vous voyez? Or, ici, il y a un problème qui se pose à cause du changement climatique et surtout chez nos frères de l'Interland, donc la zone sahélienne. Vous voyez qu'à partir de décembre jusqu'en juin, il y a un déferlement de millions de bétail sur la Côte d'Ivoire.
La transhumance transfrontalière. La transhumance transfrontalière. Quel est l'impact de la transhumance sur notre pays? L'impact de la transhumance transfrontalière, surtout si elle est menée de façon efficiente, sera d'abord un impact pécunier qui va donc rapporter à l'État des milliards par an, et les populations des frontières pourront donc quitter dans la précarité. Parce que si les couloirs sont retracés normalement selon les lois de la CEDEAO, et vous allez voir tout à l'heure que les couloirs bien respectés avec les paysans qui vont donc ajouter ce pastoralisme-là à leurs activités, vous allez voir qu'eux, ils comprendront qu'en cultivant seulement le panicum, et tous les 21 jours qui s'érasent, vont avoir suffisamment d'argent. Il faut le dire, hein, le panicum, c'est l'herbe que consomment les bêtes. C'est ça. C'est une herbe très résistante. C'est une herbe qui est cultivée tous les 21 jours. Oui, qui se récolte tous les 21 jours. Voilà, c'est cultivé une seule fois. Oui. On la récolte tous les 21 jours. Et vous dites, M. Hamza, cette herbe-là, aujourd'hui, au nord de la Côte d'Ivoire, vous allez comprendre qu'il y a des plants aujourd'hui d'anacarde qui sont vieillissants. Et ces plants vieillissants-là, si on les rasait pour peut-être reprendre demain, qu'on plante du panicum là-dedans, c'est une herbe qui raffermit la terre en plus. C'est-à-dire, en plus d'être beaucoup nutritive pour l'animal, oui. Elle va permettre à la terre de se revigorer. D'accord, il y a le panicum, il y a le gâton panique, il faut aussi dire que le maïs, le mil, le sorgho, le manioc, tout cela constitue du fourrage pour les bêtes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'à double titre, l'État doit pouvoir s'investir dans le pastoralisme, oui. Parce que aider l'élevage, ça va contribuer à réduire le chômage, mais aussi la transhumance, les bêtes qui viennent de pays de l'interland nous font aussi entrer de l'argent si l'État s'implique. Oui, si l'État s'implique. Et puis, il faut aussi parler de la sécurité frontalière. Tout à l'heure, peut-être que nous allons parler de notre partenariat avec la Commission nationale des frontières. Si. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'élaborer, et nous avons fini d'élaborer, nous appliquons aujourd'hui un projet pilote au niveau de Madinani-Séguélon, où nous avons à Tchébala, par exemple, 20 hectares avec un ancien de la police, le commissaire Sangaré, qui a, je ne vais pas citer son cheptel, mais nous, aujourd'hui, on encadre plus de 2 dizaines de milliers de bêtes au niveau de Madinani. Vous demandez l'apport de l'État, et pourtant l'État a évoqué récemment un montant de 1 000 milliards pour appuyer votre secteur. Nous en sommes très heureux. Nous saluons la clairvoyance du chef de l'État. Donc les problèmes sont en train de finir. Les problèmes, je ne dirais pas, nous serons très heureux que les problèmes finissent. Vous avez perçu déjà le montant, ça vous est déjà reversé? Je suis en train de venir, n'est-ce pas? Allez-y. Donc c'est d'abord saluer la vision du chef de l'État. Ce monsieur qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un autre Dubaï. Nous disons que lorsqu'il dit, il le fait. Les 1 000 milliards, à les entendre déjà, c'est dire que la volonté politique est en train de suivre. Et puis suivre selon peut-être nous, à cause de l'opiniâtreté du jeune ministre de la production animale et halieutique, le ministre Touré, qui est en train de faire de la rénovation. Donc nous disons que c'est un battant, puisqu'il est jeune, qu'il aide les jeunes à ne plus quitter le pays pour des rêves, des villes rêves. On peut parler aussi, saluer aussi votre partenariat avec la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, dont le président est le Premier ministre d'ailleurs. Oui, le président de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, c'est le Premier ministre, et le vice-président est le secrétaire exécutif, ce technocrate qui... M. Konaté Diakalia. M. Konaté Diakalia, qui est... Ce partenariat, donc, en quoi il va aider votre secteur à avancer? Ce partenariat est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, je vous disais, je me corrige, que l'élevage était quasi inexistant en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas ce que je voulais dire réellement. Ce que je voulais dire, ça veut dire que nous,
la nation est donc une épaule pour les frères de l'Interland qui sont plus avancés dans l'élevage que nous. Donc, avec la Commission nationale des frontières, il y a des problématiques qui seront résolues. Donc, la sécurité des bouviers et des biens, la sécurité des populations frontalières, et puis aussi, avec ce technocrate-là, nous apprenons beaucoup de choses. D'accord. On me fait dire que le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme et pourtant on note beaucoup de conflits entre vous, agriculteurs et éleveurs. On ne pourra pas en parler malheureusement, mais en une phrase, parlez-nous du lait, le lait de vache, ici en Côte d'Ivoire, l'état des lieux. Nous sommes en train de venir. La Côte d'Ivoire est un pays qui a du répondant. Et avec les aînés comme Isiaka Savadogo dans le temps, aujourd'hui, nous, avec leurs expériences, nous sommes en train d'encourager les Ivoiriens à rentrer dans la vache laitière. Avec 10 vaches laitières, une famille de 30 personnes sort carrément de la pauvreté. C'est-à-dire que si vous avez à peu près 100 000 francs, donc j'ai dit 500 francs par litre par jour, donc 10 litres, ce qui va faire carrément 5 000 francs. Donc vous multipliez ça par 10. Merci. Vous voyez, ça fait beaucoup de calculs, les mathématiciens nous suivent. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Karim Fofana, président de l'Interbovicie, la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le rôle que joue l'Interbovicie dans la production animale en Côte d'Ivoire. Comment amener le pays à l'autosuffisance en protéines animales. Et vous l'avez dit, la recette, c'est l'organisation, la formation et la professionnalisation des différents acteurs du secteur. Merci encore d'être venu et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. À samedi et dimanche prochain.